Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et oui, une tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se sent accroché. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il va. Et il passe. Et il se touche. Quel Et con. il s'accroche. Et il Merde. Hey Lewis, it's hammer time. accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10-50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Je suis pas encore rodé à l'exercice, c'est-à-dire Barbecue Sport Club plutôt que Radio Magazine Co, mais ça va venir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler de Formule 1, mais avant de commencer cette émission, je voulais vous recommander l'écoute du dernier Barbecue Vélo. En effet, c'est un épisode spécial exceptionnel en compagnie du réalisateur du documentaire sur Eddy Merckx qui s'appelle Christophe Herman. Et c'était vraiment intéressant au-delà du vélo car le réalisateur il a détaillé tout son processus créatif et c'était passionnant. En tout cas, ça s'écoute évidemment en podcast, mais aussi il y a une version live sur YouTube et Twitch. Donc en tout cas, je vous recommande chaleureusement cette écoute. Nous, de notre côté, chez Barbecue F1, on est à Imola pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. C'était le 7e Grand Prix de cette saison 2025. Et de quoi allons-nous discuter ? On va parler de Max Verstappen, El Monstro. Je ne sais pas si c'est italien, El Monstro. En tout cas, même ceux qui le détestaient sont obligés d'être fans maintenant. En tout cas, c'est mon sentiment. Est-ce que Red Bull peut vraiment espérer quelque chose cette saison ? Constructeur, je ne sais pas. Pilote, pourquoi pas ? On peut parler aussi de McLaren, qui eux, effectivement, ils se retrouvent engagés dans une course à 3. Est-ce qu'ils vont devoir choisir rapidement ? Mais aussi Ferrari, c'est un peu le Grand Prix local pour eux. Alors oui, il y a une remontée fantastique de Lewis Hamilton, mais est-ce que c'est suffisant après encore de nouveau ces difficultés en qualification ? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose ? Et puis, par exemple aussi Williams, encore la confirmation d'un retour au premier plan de l'écurie qui talonne Ferrari quand même. On peut le dire, on l'avait déjà abordé sur le barbecue précédent. Et puis voilà, aussi chez Alpine, on ressent déjà les effets du retour, de Colapinto qui a pris la place de Douane. Autour de moi, Jacques Lafritte. Pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, on retrouve Lance Niol. J'allais dire pas en mode Ligue des Champions, ça va venir, ça chauffe. Comment ça va ? Bonjour, bonsoir à tout le monde. Vu que nous sommes juste en audio, vous n'avez pas le son. Donc je porte un maillot de Paris. Je pense que je dors avec depuis approximativement un mois. D'accord. Donc, voilà. Je pense que ma femme va finir par me virer du lit parce que il commence à ne plus sentir très bon. Après, tu peux changer tous les jours parce qu'on sait que tu en as quand même une grande collection dans les armoires. C'est vrai que c'est pas faux. C'est une idée. Je vais creuser l'affaire. Attends, je reviens vers toi dans une minute, comme dirait un ingénieur de course bien connu. Est-ce que tu as eu des places ? Est-ce que tu as eu des places pour la finale ? Non, malheureusement, mon ticket de Euromillion s'est perdu, donc j'ai pas pu toucher le jackpot et mettre la moitié de la somme et mettre la moitié de ce que j'aurais pu gagner, grosso merdo 75 millions d'euros pour aller à la finale. D'accord. C'est aussi les dividendes de l'action Alpine qui ne sont pas tombés sur la saison 2024 et 2025, ça semble compromis aussi. Ça risque pas. Avec nous aussi Suzanne Lou, qui enchaîne une deuxième participation après une excellente première à Miami. Comment vas-tu, Suzanne ? Bonjour, moi j'aurais préféré rester dimanche sur mon canapé à Imola. J'ai presque cru que j'y étais un peu, il faisait beau, c'était bien. Mais vivement le prochain GP. Entre-temps, je vais oublier les semaines qui passent, les jours qui passent au milieu. Et puis, avec nous aussi, Charles Carrefour. Comment ça va, Charles, après ce week-end à Imola ? Ça a été impeccable. Effectivement, comme le disait Suzanne, plutôt beau temps.
des qualifications plutôt haletantes, une course qui aurait pu être un rebondissement. Donc j'ai passé un très bon dimanche et un très bon samedi. Ok. Bon, alors il va peut-être y avoir Olivier Pastis qui nous rejoindra, c'est pas sûr. Faut voir s'il arrive à s'extirper d'une guerre entre voisins ou alors d'un repas entre voisins. On n'a pas très bien compris. En tout cas, ben voilà, ça y est, Imola, victoire de Max Verstappen devant les deux McLaren. On avait eu pour une fois un Max Verstappen qui n'était pas en pole position, mais qui nous a fait un départ de Grand Prix exceptionnel et qui a montré tout son talent, sachant que on a aussi l'impression que la voiture a eu quelques améliorations qui ont fait que maintenant ils sont plus compétitifs qu'auparavant. L'avance de McLaren a un peu baissé. Qu'as-tu pensé de ça déjà, de cette première synthèse, Suzanne? Est-ce que ça y est, Red Bull, ils ont réussi à trouver la solution? Alors, je parle pas de Tsunoda, ce sera peut-être un deuxième sujet, mais voilà, du côté du gars qui marque tous les points de l'équipe, j'ai parlé de Max Verstappen. Est-ce qu'il y a quelque chose ils ont réussi à passer la 6e là? Je sais pas, j'attends de voir la prochaine course parce que oui, de toute façon, il l'a annoncé et Max Verstappen lui-même l'a dit, on sent que la voiture elle est plus performante. Il n'y a pas que le mental et le talent du pilote, mais il a peut-être aussi il a eu un coup de maître au départ, quoi. Et qui lui a permis de prendre beaucoup d'avance. Et puis après, bon, son intelligence en course, ils ont très bien réussi la virtual safety car et la safety car. Donc, je sais pas, j'attends quand même de voir les 2 prochaines courses pour voir si la voiture est vraiment revenue au niveau ou si c'est juste une énième démonstration du talent de Max Verstappen en toutes circonstances et quoi qu'il arrive, dès qu'il y a la mini petite opportunité d'y aller, il y va et il met tout le monde d'accord. Et puis il y avait une erreur de Piastri aussi, donc bon voilà, peut-être que si ce départ s'était joué différemment, je suis pas sûre qu'il aurait réussi à remonter jusqu'en pôle, donc bon, à voir. Ok. Après, on a quand même vu encore une fois qu'il était ultra compétitif en qualification. Donc après, c'est vrai qu'en course, souvent, on voyait c'était difficile côté McLaren. Mais toi, Charles, t'as vu quand même déjà encore une performance exceptionnelle de Max. On dit, ça fait presque maintenant une saison et demie qu'on dit qu'il arrive à surperformer sa voiture. Là, on voit que devant, maintenant, il y a un trio de tête sur le classement pilote. C'est très serré. Il y a en gros 20 points d'écart. Ils sont 3. Bon, il y a quand même 2 pilotes McLaren. Est-ce que un nouveau souffle pour Red Bull et puis voilà, est-ce que tu partages cet avis sur Verstappen qui est éblouissant semaine après semaine? Ouais, là-dessus, tu l'as dit même en préambule, les haters commencent à aimer Max Verstappen. Ouais, il surperforme très clairement sur tous les grands prix, je pense, de la saison même. Il lui faut pas il maximise tous les grands prix qu'il peut. Donc c'est pour dire quand même le talent qu'il a. Bon, il a été un très bon sur la course, hein, on le sait. La qualif, même il l'a dit en interview d'après course que bon, il devrait peut-être arrêter de se battre pour l'épaule parce qu'en fait à chaque fois ça lui plombe plutôt son ratio qu'autre chose en ce moment. Et donc il devrait plutôt faire des top 2 voire top 4 pour être tranquille. Donc effectivement là-dessus il était très bon. McLaren arrive quand même à toujours très bien s'en sortir, hein. Quand ils gagnent pas, ils sont sur le podium. Donc effectivement, on peut pas toujours gagner et là-dessus tu peux faire 2-3, bah c'est quand même un très bon résultat. Donc là-dessus c'est plutôt cool pour eux aussi. Ok. Lens, tu as des choses à ajouter à ce qu'on a dit déjà sur les performances de Red Bull. Après, on peut enchaîner aussi sur voilà, on a parlé du classement pilote, il y a le classement constructeur où évidemment McLaren est largement devant. On a quand même c'est toujours on peut enchaîner hein, effectivement sur que penser de ce que fait Tsunoda jusqu'à présent. Je te laisse le micro et le choix. Finalement, Tsunoda, si on considère que après avoir amputé une partie du budget cap
à avoir expérimenté les tonneaux avec une Formule 1, ce qui n'était pas arrivé depuis Joe il y a 2 saisons où il avait limite failli finir au-dessus du grillage et finir dans les gradins. Le mec réussit quand même à choper un point avec la 10e place, donc on va dire que c'est pas mal, et ça montre peut-être aussi que cette Red Bull, c'est pas la Red Bull d'il y a 2 ans, mais qu'elle est quand même assez performante. On savait qu'il y avait des packages qui arrivaient avec des éléments qui pouvaient te faire gagner des dixièmes de seconde, et a priori les éléments ont fonctionné. Est-ce que ça va être encore accentué avec l'histoire de la flexibilité des ailerons qui va peut-être encore réduire un petit peu cet écart? Mais en tout cas, oui, on l'a vu depuis le début de la saison et même depuis le début de sa carrière, et que le Max, oui, tu l'as dit, ça maximise. Dès qu'il a l'opportunité, il y va. Il y avait un petit trou de souris après les premiers virages. Il l'a vu, il l'a pris. Et c'est là où ce mec-là, il est extrêmement fort. C'est que parfois les autres ont tendance un petit peu à hésiter. Enfin, lui, il y a un trou, il y va, quoi. Et ce qui a été très très étonnant, moi je me disais, bah voilà, ok, il a passé. Les autres vont même peut-être se prendre un petit peu d'ortière, mais ils vont quand même finir par rejoindre. On sait que c'est le genre de circuit Imola qui va parfaitement au McLaren avec des virages moyenne vitesse, pas forcément beaucoup de lignes droites. Donc tu disais ils allaient revenir, mais en fait ils sont jamais revenus. Et progressivement, tu vois l'avance qui montait. Même quand là il y a eu le DRS autorisé, Max était déjà 1 seconde et demie, voire 2 secondes. Donc là j'étais vraiment impressionné. Même après, avec la Victual Safety Car, il a quand même de la chance. Il peut changer les pneus. Il se retrouve à avoir une avance très confortable. Là, il a la chance du champion. Le Grand Prix est terminé. Et là, bim, Safety Car. Tu te dis, c'est à nouveau contraint. Il avait déjà changé ses pneus. Ils étaient déjà rodés. Derrière lui, certes, Piastri avait ses pneus rodés, mais il y avait quand même Norris derrière avec des pneus neufs. Donc tu dis, finalement, si Norris a réussi à passer, Max va se faire bouffer. Et là, au restart, il reprend de l'avance et il finit avec plus de 6 secondes d'avance en quelques tours. Il restait même pas une dizaine de tours. Donc finalement, les McLaren à armes égales n'ont jamais rivalisé sur cette course, et c'est peut-être ça le oui, c'est plus ça, étonnant. C'est ce que j'allais dire. C'était effectivement la reprise après la safety car, où alors oui, il y a le talent de Verstappen, il y a quand même là justement l'auto. On peut se dire que maintenant il y a match entre la voiture de Verstappen et les McLaren visiblement, puisque en fait il a tout de suite réussi à recréer l'écart, et les autres ils ont. Et ce qui est pas mal comparé à d'autres écuries, c'est que on l'a encore vu, premier essai vendredi, la Red Bull elle est nulle part. Essai libre du matin, le samedi matin, les mecs, je sais pas ils mettent de la potion magique dans la bagnole dans la nuit de vendredi à samedi, et les mecs ils font des réglages magiques et la voiture c'est plus la même. Et après niveau qualif, et en fait, à chaque fois, il joue le trouble fait. Il fait soit la pole, 2, 3. Allez, vraiment, s'il se rate complètement, il est P5, P6. Mais ça, c'est arrivé une fois. Et derrière, ça maximise dès qu'il y a l'opportunité. Et ce qui permet quand même, avec cette victoire, qu'au XXIe siècle, Red Bull est officiellement l'écurie qui a le plus gagné. Donc, je pense que c'est la stat qui a dû faire le plus mal aux Ferraristes, parce que c'était Ferrari qui avait 323 victoires et Red Bull passe à 124, sachant que plus de la moitié c'est Max Verstappen, parce qu'il en a gagné 65. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, et ça vous classe le bonhomme dans le Hall of Fame. Ouais, complètement. Et puis c'était aussi c'était que le 400e Grand Prix pour Red Bull, non je me trompe. Ouais, c'est ça. Donc, parce que là, je reprenais les stats. C'est vrai que 400 Grands Prix, 123 victoires, 284 podiums et 103 pole positions. Okay. C'est-à-dire que les mecs, ils font une pole tous les 4 Grands Prix, quoi.
Alors pour ceux qui l'ont pas compris, Lance Niol, c'est aussi le monsieur stat de Barbecue Sport Club. Si vous l'écoutez pas, écoutez-le sur Barbecue Foot. Voilà, et on a payé le data center sport international. Et Lance nous sort toujours la bonne stat. J'ai racheté la data room de P2J, c'est pour ça. Exactement. En tout cas, c'est vrai que la stat sur le plus grand nombre de victoires est quand même assez éloquente. Voilà. On peut peut-être passer à McLaren. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des choses à dire. Est-ce que Suzanne, est-ce que McLaren, ils ont pas un peu géré ce week-end de Grand Prix en se disant, la saison, il y a 24 Grands Prix, ça se construit, on reste calme. Il y a eu quand même des incidents de course, ils ont réussi à les gérer, les arrêts, tout ça. Ça aurait pu être probablement peut-être un peu mieux fait. Mais est-ce que c'est pas une course de gestionnaire où ils mettent en banque des points et puis en attendant. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement ils ont fait le job. Après, ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière, au précédent Grand Prix, sur le fait que jusqu'à présent, comme ils ont toujours eu une des deux voitures en tête, on sait qu'elle est très bien quand elle a de l'air propre. Finalement, ça nous a aussi permis de voir ce que ça fait quand ils n'ont pas de voiture en tête. Et ça a peut-être eu un effet quand même plus important que ce qu'on imagine, puisque Piastri a eu l'air un peu plus effacé qu'il n'a été flamboyant les précédents Grands Prix. C'est peut-être juste cette histoire de d'heurtière aussi. J'ai trouvé la presse un peu critique à l'égard de McLaren. Oui, ils ont perdu la première place dès le premier tour, mais après effectivement ils ont été économes, pas flamboyants, pas mauvais. Il y a rien qui s'est vraiment très mal passé. La gestion des pneumatiques, c'était pas terrible, mais en même temps, il y a quand même aussi un effet température. Il faisait chaud. Donc je sais pas. C'était un peu le ventre mou de McLaren. Ouais. Ils étaient peut-être un peu fatigués eux aussi. Je suis quand même curieuse de voir ce que ça va faire sur le mental de Piastri. Parce que Piastri, il était un petit peu sur un petit nuage là. Je trouve qu'il avait vraiment passé un step par rapport à la saison dernière sur son positionnement. Après, il est très poker face, mais ça va peut-être j'imagine mal que ça lui mette un coup au moral. J'ai un peu une image de lui à minima froide, voire que ça émule un peu sa compétitivité. Mais je suis curieuse de voir comment il va réagir, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il a quand même enchaîné les victoires. Et encore au qualif, on était encore en train de dire, bon, en tout cas, avec mon mari, on se disait, Norris ne sera pas champion du monde, mais Piastri, il court au championnat. Et Max est revenu. Ouais. Après, c'est vrai que tu dis, il est toujours froid, mais c'est vrai, c'est vrai que là, il a eu un petit coup de frilosité, on dirait, sur justement ce départ avec Max, ça lui ressemble pas trop. Charles, est-ce que toi aussi, t'es sur le McLaren ventre mou? Ça sert à rien de courir, là. Il y a 3 Grands Prix qui arrivent. On est déjà à Monaco ce week-end. Est-ce que McLaren, ils ont géré? Je pense qu'en plus, alors, je pense que quand même, bon, ça reste des compétiteurs. Je pense qu'ils auraient quand même aimé finir devant, surtout quand pour Piastri qui part quand même en pole, donc qui fait le job. Il l'a dit lui-même sur l'interview en meeting, il a dit que bon, effectivement, il s'était fait un peu avoir, qu'il a été peut-être un peu trop attentif, parce que même quand tu vois les on-board de Russell, tu mets dive bomb, Max dive bomb de nulle part. Je pense que sur F24, tu fais ça, t'as une chance sur 10 de passer, quoi. Et franchement, ça passe. J'ai vu sur Twitter, certains disaient qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été l'inverse. Ça, j'aurais bien aimé voir un peu le job, parce qu'on se rappelle du premier virage entre Verstappen et Hamilton en 2021, où quand même c'était quand même assez tendu, ça avait touché. Là, effectivement, c'est plutôt propre, et je pense que Piastri sait très bien qu'il a peut-être plus à perdre qu'à gagner à rester, à toucher ou à faire on va dire un écart. Même si maintenant la direction de course est relativement clémente sur les
premier virage du premier tour. Mais bon, tu peux foirer ta course pour une défense un peu trop prononcée. Donc je pense que là-dessus déjà, il a peut-être pas vu rêver d'une. Et de deux, il s'est dit bon bah maintenant il va peut-être falloir là jouer la stratégie. Je pense que ce qui le flingue aussi, c'est qu'il s'arrête assez tôt pour tenter un undercut, je crois à tour 16 ou quelque chose comme ça, et derrière la safety car, donc ça l'aide pas vraiment. Et à la fin, du coup, il a plus de pneus durs enfin sur la vraie safety car, pas sur la virtuelle, sur la safety car à la fin, il a plus de pneus durs pour revenir. Quand Norris en a un peu, mais a jamais été vraiment dans le rythme des leaders. Donc ça aurait pu être intéressant de revoir par contre à pneus équivalents sur la relance. Mais bon, Verstappen est quand même très bon sur les relances, on l'a vu encore ce week-end. Donc je pense que Piastri est encore jeune, hein, Verstappen c'est sa 10e saison au final. Quand Piastri, bon, on en est qu'à sa 3e. Et pas habitué à lead des grands prix, et même si c'est des gamins qu'on la gagne dans le sang, hein, quand tu leads des grands prix, c'est pas la même distance, c'est pas la même pression. Donc bon, je pense qu'il apprend, il finit 3e, pardon. Donc bon, au final, il prend des points quand même, il prend 15 puntos, il reste toujours leader du championnat. C'est quand même une bonne opération pour lui, quoi. Super. Et toi, Lens, des choses à ajouter sur ce qu'a fait McLaren ce week-end? Alors c'est vrai qu'il y a eu des critiques. J'ai trouvé effectivement que Canal, avec Febro et Villeneuve, en tout cas surtout Villeneuve, mais il n'a pas l'habitude de mâcher ses mots, il était assez sévère sur McLaren en disant de toute façon ils tentent jamais rien, c'est pas les winners. Est-ce que tu partages cet avis? Et puis aussi peut-être un petit focus sur Norris. Que penser de ce qu'il fait par rapport à son coéquipier, et de ce que McLaren peut prévoir pour cette lutte au classement pilote en tout cas. Ouais, bah oui, les Papay Rules ont encore frappé ce week-end. Et c'est vrai que quand tu étais sur la course, alors après, toi, en tant que viewer de canapé, t'as envie peut-être d'avoir de la stratégie avec un Norris qui laisse passer Piastri, qui est qui a certes plus de pneus, mais tu dis bah voilà, ils perdent du temps et sur le fait d'aller attaquer Max, mais dans un sens, t'as plus forcément besoin aujourd'hui de maximiser les points quand t'es McLaren, parce que pour moi le championnat constructeur est déjà fini. Les mecs, là si on regarde les points, 279 points pour McLaren, et les deuxièmes, c'est même pas Red Bull, c'est même pas Ferrari, c'est Mercedes avec 147 points. Donc tu as déjà 130 points d'écart au 7e GP, quoi. Enfin, t'as déjà un écart qui est monstrueux. Donc finalement aujourd'hui, bah non, tu vas pas avoir un swap de place pour essayer d'aller chercher la P1 sur Max, parce que on dit bah les pilotes maintenant, c'est à vous de gérer. On vous laisse votre championnat et on va pas interférer. Parce que là finalement, si t'as Piastri qui passe Norris qui passe Piastri qui n'arrive pas à passer Max, donc tu fais un cadeau à Norris par rapport à Piastri. Et donc finalement, tu vas fausser le championnat pilote, qui aujourd'hui est le seul indécis sur cette saison. On sait déjà que McLaren sera champion du monde constructeur. Donc finalement, c'est vrai que j'étais un peu sur la même lignée que Canal devant la course, et finalement après coup, quand on entend les divers débriefs, les diverses réactions des uns et des autres, dit que bah ouais, finalement McLaren a fait le bon choix sur la stratégie de course d'arrêter Norris devant. Ils ont quand même vu que ça avait fonctionné avec Leclerc, qui a fait un undercut de malade en doublant quatre personnes dans les stands. Donc finalement, voilà. Et après, bah, t'es pas à l'abri justement des casses mécaniques qui se multiplient, parce on avait déjà fait la mention sur le Grand Prix d'avant. Surtout toi, on était plus forcément habitué à avoir de la casse mécanique, et c'était surtout de l'abandon, ou comme on dit dans le milieu, une Latifi, c'est-à-dire que tu dis bonjour au mur et tu détruis ta voiture. Là, ça fait encore 2 abandons mécaniques. Une première avec la Virtual Safety Car, parce que c'est finalement bien placé, tu réussis à pousser la bagnole.
celle d'Ocon, et pour le coup Antonelli, qui lui, la voiture est mal placée, donc tu es obligé de sortir la grue. Et si tu sors la grue, c'est la safety car. Donc là, pour le coup, rien à dire sur ce plan-là. Ils ont raté finalement le redémarrage, mais let them race, et finalement, c'est Max qui en a profité, quoi. Yes. Alors moi, je voulais continuer encore sur ce sujet de McLaren. On sait que l'année prochaine, il y a changement de réglementation. Là, ils sont en tête largement en constructeur. Est-ce qu'ils vont pas se mordre les doigts, les pilotes, à gâcher cette chance-là cette année, en tout cas Norris ou Piastri, à justement faire les gestionnaires pour un titre de constructeur qu'ils ont déjà, et une occasion qui se présente d'être champion pilote, alors que l'année prochaine, les cartes sont rebattues. Est-ce que ça devrait pas les inciter à faire un petit peu plus les foufous? Suzanne, est-ce que tu es d'accord avec clairement, moi, et surtout quelque part Norris, puisque dans la hiérarchie que l'écurie n'assume pas tout à fait, mais qu'elle a dessinée jusqu'à présent, Norris, il est partie prenante du projet actuel. C'est l'occasion maintenant, c'est-à-dire que potentiellement, je dis pas que sa carrière va s'arrêter si jamais McLaren se foire sur la prochaine réglementation, mais sa carte à jouer, elle est maintenant. Et on en revient toujours alors j'ai l'impression qu'on lui fait peut-être aussi un peu un procès d'intention, mais on en revient toujours à ces déclarations de gentleman driver. Voilà, il manque peut-être un petit peu de mordant. Et en même temps, ce week-end, il a fait un très beau dépassement. Il a tenté le coup là où il l'a pas tenté la semaine dernière. Donc voilà. Quelque part, il est repassé devant Piastri. Ça faisait quand même un moment que c'était pas arrivé. Donc, est-ce qu'il est quand même en train de jouer sa carte? Mais il est déjà en retard. Oui, mais il était aussi P4 en qualif, hein. Donc c'est aussi, il y avait Russell devant lui et son coéquipier avait la pole. Donc c'est aussi des signes qui ne tombent pas. Charles, toi aussi, t'es d'accord? L'histoire repasse pas les plats. C'est maintenant qu'il faut y aller? Ou toi, tu restes dans ton canapé avec la lumière rouge et tout? Ah non, mais non, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord avec ce qu'elle dit là-dessus. C'est ok. À voir. À voir. Après, la saison est quand même longue. Mais je suis plutôt d'accord avec ce qu'elle dit. C'est juste. Ok, c'est peut-être le moment justement de parler de Ferrari, parce qu'effectivement, grosse, belle course des Ferrari le dimanche, en particulier du côté de Lewis Hamilton. On a vu, de toute façon, il suffit de voir sa tête en sortant de la voiture pour voir qu'il avait pris du plaisir et que, en tout cas, ça s'était bien passé parce qu'il partait de très loin, 11 et 12 après les qualifications du samedi. On avait eu des interviews, alors moi-même dans nos échanges entre participants au barbecue F1, j'avais dit que côté Vasseur, peut-être que la lune de miel avec Ferrari commençait à un peu pas tourner court, mais s'achever, et que maintenant, vu les résultats, les gens commençaient à dire que peut-être que Vasseur, avec son petit air bonhomme, il fallait un peu qu'il s'excite. Sachant qu'effectivement, on avait vu des déclarations de Charles Leclerc qui disaient qu'ils y étaient pas, que les performances n'étaient pas au rendez-vous, et que c'est pas avec des samedis comme ça qu'ils pouvaient pas attendre des miracles le dimanche à chaque fois. Comment analyser ce week-end du côté Ferrari, sachant qu'effectivement ils étaient chez eux. Après, il y a Monaco qui pointe le bout de son nez. Ils ont annoncé des évolutions pour l'Espagne. Comment tu vois Ferrari, Lens? Je te pose la question comme ça. De toute façon, ils sont assez lucides sur le fait qu'ils sont nuls à chier le samedi en qualif, et que la voiture est bonne le dimanche. Et donc finalement, ils essayent de maximiser. Là, pour le coup, Hamilton a parfois eu de la malchance dans sa Ferrari, autant la dimanche, mais alors toutes les planètes se sont alignées, et finalement concourt à ce qu'il fasse combien à l'arrivée, il finit P4. Donc c'est des limites inespérées. On parlera des Williams après. Mais oui, tout s'est extrêmement bien aligné sur sa course. Charles a pu faire ce qu'il pouvait.
Mais si on veut revenir aussi sur le samedi, et en fait c'est avec les pneus Pirelli cette différence aussi entre le samedi et le dimanche, quand tu vois que des mecs comme Russell et la bonne tentative, le bon coup de poker des Aston Martin, je ne pensais pas dire cette phrase cette saison, qui ont réussi à faire des bons temps de qualif et faire une Q3 avec en mettant des médiums qui fonctionnaient mieux parce que les C6 qui étaient des super soft, tu les cramais, tu faisais un bon premier secteur et tu les cramais, t'arrivais pas à finir le tour. Donc finalement, tout ça concordant avec une Ferrari qui a vraiment du mal sur un seul tour, qui est beaucoup plus performante après le dimanche avec la gestion des pneus, même sur la gestion des pneus, les équipes d'ailleurs comprennent rien à ces pneus parce que finalement ils dégradaient quasiment plus, et des pneus qui devaient être maltraités et où tu disais que c'était forcément 2 arrêts, bah finalement sans les safety cars t'aurais fait qu'un seul arrêt avec des médiums que tu as quasiment poussé sur la moitié de la course. Et c'était aussi la bonne stratégie parce que les équipes qui ont pu attendre cette première la première c'est le Virtual Safety Car à quasiment la moitié de la course ont pu faire un arrêt gratuit au puits, comme disait bien Jacques Villeneuve. Donc voilà. Après, ça aurait pu être un week-end catastrophique, comme dit si bien Luis Enrique, et au final, bah, ils s'en sortent plutôt bien. Et ça leur permet de continuer d'y croire un petit peu. D'au moins prendre des petits points et de continuer à essayer d'au moins finir de raccrocher le podium constructeur, qui normalement, avec la saison dernière, tu disais qu'ils devaient plutôt essayer d'aller matcher les McLaren avec leur duo de pilotes versus celui de McLaren, parce qu'on sait que Max est tout seul, même chez Red Bull. Donc, mais bon, ça sera rédhibitoire le week-end prochain parce qu'on sait que la course à Monaco, ça se joue le samedi et pas le dimanche. Même si, innovation, il y aura 2 arrêts obligatoires à faire à Monaco dimanche. Ouais, il peut y avoir. Pour essayer. On en est là pour essayer de pas s'endormir entre le casino et la piscine. Okay. En tout cas, après le samedi, effectivement, on a annoncé presque que les Ferraristes allaient quitter le dimanche plus tôt pour éviter les embouteillages à la sortie d'Imola. Charles Carrefour, ton alter ego, là, Charles Leclerc, était vraiment mécontent. Ouais. Est-ce que tu as eu des infos, parce qu'on sait que tu lui parles régulièrement, est-ce que tu as eu des infos de sa part, parce qu'il semblait très agacé, ça s'est pas trop apaisé après la course le dimanche, il était encore un peu dans de la frustration. Comment tu vois les choses, toi ? Il est vrai quand même que sur la safety car, je pense que son ingénieur le met en rogne parce qu'il lui demande quand même, enfin il lui dit que Hamilton ne va pas au stand et au final il y va, et du coup il voulait limite mettre des softs pour les 15 derniers tours, je crois, parce qu'il avait plus que ça de neuf. De ce que j'ai pu lire, en fait, l'ingénieur d'Hamilton lui dit jamais de ne pas rentrer. Hamilton demande si on peut rentrer, donc en fait la colère vient un peu de là aussi à la fin. Il fallait faire un double arrêt. Bon, il est quand même pas chanceux sur à chaque fois parce qu'il pite juste avant la safety car, je crois, quelque chose comme ça, dans la virtuelle. Donc ce qui le fait un peu dégringoler. Et après derrière, effectivement, le rythme en qualif, il est pas bon du tout. Ils se plombent leur week-end en fait eux-mêmes. C'est vraiment eux qui se tuent, quoi. La voiture, elle est bonne, mais elle est pas très bonne, quoi. Et ce qui, du coup, leur jeu des tours, même face à des Mercedes qu'on voit pas, sont là, elles font des très bonnes qualifs, mais derrière, elles sont un peu absentes le dimanche. Et du coup, et par contre, en rythme de course, ils ont quand même 2 très bons pilotes. J'ai bien aimé la réaction de Charles Leclerc quand, je sais plus si c'est Laurent Dupin qui lui demande du coup, est-ce que vous êtes confiant avec le rythme en qualif que vous avez pour Monaco? Et il allait partir, il dit pas du tout. Il se casse. Et du coup, c'est vrai que bon, quand tu sais que le Grand Prix joue le samedi et que normalement t'as plus qu'à amener le petit train-train et après tout se passe bien,
C'est vrai qu'il bon, et ça va pas être la même limonade que l'année dernière, où il pouvait potentiellement jouer la win. Là, ouais, il y a de quoi gueuler. Même Frédéric Vasseur, j'ai vu une interview avant le GP, où c'est le gars de la RTBF, Gaëtan Vigneron, qui l'interview. Il dit ouais, apparemment c'est la suspension arrière qui serait en cause. Et Vasseur dit tout de suite, mais faut arrêter avec ça. Même moi je suis pas, enfin, même moi je suis pas au courant. C'est ça. Et, après il fait de la politique, hein, mais oui. du coup, voilà, il arrive, il dit 2-3 questions et après je m'en vais, j'ai pas le temps. Je sentais une certaine animosité quand même dans le discours de Vasseur, on n'a pas l'habitude de le voir un peu plus pète sec, tu vois, genre de choses. Donc, je pense que effectivement, il y a soit moyen que le package aéro qui arrive à Barcelone, ça soit peut-être le seul. S'il fonctionne, tant mieux. S'il fonctionne pas, bon, on verra pour en 2026. Mais les gars, ils sont capables enfin, la voiture est capable de faire un très bon temps. En tout cas, de faire des très bons tours plutôt, mais pas forcément des très bons temps. D'accord. En qualif, donc il y a de quoi péter les plombs, et surtout quand t'es chez Ferrari, quoi. Parce que bien entendu, chez Ferrari, t'as pas le droit. Enfin, c'est compliqué de se permettre ça, quoi. Ouais, t'as pas le temps. Ouais. Bon, après, en tout cas, on voit quand même que les pilotes, ils sont encore assez engagés, puis on voit effectivement Vasseur qui est quand même assez peut-être un peu plus agacé que ça n'était le cas auparavant. Comment t'as vécu ce week-end Ferrari? Parce ils étaient à domicile, donc ça fait toujours plaisir un peu de les voir rayonner ou un petit peu plus briller avec la furia des tifosi. Comment t'as vécu ce week-end Ferrari, Suzanne? J'étais très inquiète samedi soir. Oui, ils sont pas bons en qualif, mais là ils étaient particulièrement pas bons en qualif. Comme l'a dit Charles Carrefour. Charles Leclerc, pour le coup, moi, on l'a déjà senti agacé, on l'a déjà senti énervé. Là, moi, je l'ai senti résigné, en fait. Donc, il m'a fait très peur. C'est pas la première fois qu'il se plaint de son écurie. En même temps, il y a eu quelques raisons de le faire par le passé, mais là, vraiment, c'était de toute façon, on n'est pas au niveau et c'est pas acceptable et on n'y arrivera pas. Et Vasseur on n'avait pas le Vasseur souriant et bonhomme de d'habitude. Après, il y a une pression maximale, évidemment, pour eux. Mais bon, je suis quand même assez inquiète parce que même si ils ont fait une très bonne course, au final, ils sont très bien remontés. Et tant mieux parce que c'était tellement perdu d'avance dans la tête des tifosi que c'est presque une victoire, en fait. C'est la remontada du siècle. Pour autant, il y a toujours ces problèmes de communication ingénieur dont Charles a parlé. La stratégie, c'est vrai qu'avec les deux safety cars, c'est pas forcément facile de l'apprécier, mais quand ils ont arrêté Leclerc très tôt, c'était un pari qui n'a pas été mauvais, mais ça avait l'air quand même un peu, c'était osé sur le moment. Enfin voilà, c'est un peu, moi je les sens pas en confiance et du coup ça me met pas en confiance en tant que spectatrice, mais c'est un peu, je vais faire un parallèle un peu bizarre, mais j'ai l'impression que ça commence à ressembler à El Plan. Tous les ans on nous dit ça y est, et puis les 3 premières courses on y croit et puis ça s'éloigne de plus en plus. Donc on va voir les évolutions en Espagne, mais moi il m'inquiète beaucoup. Non, c'est une bonne analogie parce que c'est vrai que en fait on a envie de continuer d'y croire un petit peu et en même temps Grand Prix après Grand Prix. Et puis voilà, avant on faisait une rubrique Alpine à chaque fois dédiée pour les franchises de chez Alpine et puis on a cessé ça depuis pas mal d'épisodes en fait. Ok, après voilà, on a parlé de Ferrari, on peut peut-être parler ah oui, ce que je voulais dire c'est que peut-être que il y avait un côté un peu circonstanciel quand même sur cette course du dimanche. Après être parti loin, je vole le mot de Lance, mais voilà, il y a ce côté. Est-ce que c'était pas
justement circonstanciel, mais il y avait quand même un meilleur rythme de course encore que c'était sur les Grands Prix précédents, donc pourquoi pas encore un peu d'espoir pour être peut-être encore déçu du plan qui déraille à Monaco ou en Espagne, on verra les prochains week-ends. Mais c'est peut-être le moment de parler de cette écurie Williams, on en a déjà un petit peu parlé à Miami, mais là encore on est obligé d'en reparler parce que performant en qualification, performant en course, ils ont peut-être un peu réduit la vitesse de pointe des fusées que c'était sur les saisons précédentes, mais pour au final des résultats encore plus flamboyants. En tout cas, un retour au premier plan de cette écurie. On avait dit que ça faisait plaisir, mais là, que dire, en plus avec un duo de pilotes qui est vraiment pas consistant. On a Albon là qui finit 5e, on a Sainz, je crois qu'il finit dans les 10, mais c'est encore pas mal. Les 8, ouais. Donc, moi, je crois que j'avais posé la question sur le dernier barbecue, c'est est-ce que au final, Williams, ils sont pas à la hauteur de Ferrari, et c'était le cas sur ce Grand Prix d'Imola. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Williams, Lance? Là, j'ai envie de leur accoler mon adjectif préféré, circonstanciel. Est-ce que on est sur du circonstanciel côté Williams? J'ai presque envie de dire non, parce que avec tout ce que James White a changé quand il est arrivé, le mec, Williams, c'était en lambeaux. Tu avais toujours un bon pilote avec Albon et à côté Latifi, quoi, ou des copains à lui d'à peu près du même niveau. Donc c'est toujours compliqué pour essayer de performer. Des fabrications de pièces qui n'étaient pas au poids attendu. Donc ils étaient toujours avec une voiture trop lourde à l'arrivée. Il est pénalisé de quasiment une demi-seconde par tour. Et en fait, il a vraiment professionnalisé l'écurie. Ça va mieux. Les pièces, elles sortent avec le bon poids. Tu as des bonnes corrélations entre simulation et piste. Et tu as l'un des meilleurs duos de pilotes. Et Sainz s'en est même amusé en disant que finalement, on lui disait, tu pars de Ferrari, tu vas peut-être plus retrouver les podiums. Et il s'en est amusé en disant que chez Williams, il est peut-être en visée un peu plus que chez Ferrari, quoi. Donc c'est là c'était je pense une boutade puisque c'est pas encore fait non plus, hein. Mais parce que en ce moment pour viser un podium, il faut que les McLaren, Max et George Russell se plantent. Donc déjà tu chopes une P5, on va dire que c'est déjà pas mal pour les équipes. Normalement, si quelqu'un se plante, George Russell, il tire son épingle du jeu. Et exactement, il est là le Jojo, même si je sais pas si on en parlera tout à l'heure des Mercos ce week-end, ils ont vraiment tiré la langue avec un Kimi chez lui, il a invité tous ses camarades de classe, c'était classe verte du côté de Bologne. Bon, apparemment ça lui a pas souri. Ouais, ça m'a brisé le cœur pour lui. Donc mais apparemment, je pense qu'il va pas au lycée du coin non plus, hein, parce que ses camarades de classe, elles avaient tous le beau petit sac à main bien cher. Elles étaient toutes en mode gravure de mode. C'était la semaine de la mode à Milan. Enfin, en tout cas, il doit pas fréquenter les mêmes lycées que t'aurais sorti ton plus beau maillot du PSG si t'avais été invité. Non, si j'allais là-bas, je sortais quand même le maillot du Milan, hein, quand même, hein, faut pas déconner. Mais lequel du Milan. Sinon, j'aurais dit l'Inter. Okay. Et oui, c'est là la différence. Non, mais voilà, c'est franchement côté, ça bosse bien chez Williams, et pour le coup, eux, leur L-plan, il fonctionne bien parce que j'aimerais dire cette phrase chez une autre écurie qui normalement est en bleu où il y a un peu trop de rose dedans et pourtant la vie, elle est pas de cette couleur-là. Ok. Charles, un avis sur Williams? Est-ce que justement eux, ils construisent un peu ils ont l'air d'avoir été opiniâtres en fait pendant pas mal de temps. Pas faire trop de bruit. Ils n'ont pas annoncé de L-plan et puis. Je suis d'accord avec Lens où ils arrivent à un stade où je pense que c'est peut-être effectivement un des meilleurs duos, un meilleur line-up expérimenté en plus. Donc on voit quand même que Albon il reste, tu vois, on sent que
il est là depuis plusieurs années, il connaît la voiture, que Sainz s'en sort plutôt bien, même si voilà, il a que 5-6 grands prix chez eux, il est loin d'être immonde. Et ce qui est fou, c'est que la voiture, on n'a jamais vu Williams aussi performé que depuis 2016, quoi. Ouais, ça fait plaisir à voir. Franchement, quand on les voyait en 2021, même en 2020, wow, c'était abyssal. Le fait peut-être de enfin prendre des pilotes qui savent piloter et pas forcément des gentleman drivers ou des pilotes payants entre guillemets permet aussi de tirer et de maximiser les grands prix. Parce que forcément, quand t'as un des deux pilotes qui faisait P17 quand l'autre faisait une P12 tous les week-ends, ça devenait compliqué de rapporter des points. Et on sait que à la fin de la saison, quand même, un point par-ci, un point par-là, ça fait des millions de budget en moins quand même. Donc c'est quand même très bon pour Williams. Sachant que Aston est à la rue, Alpine aussi, ils peuvent prétendre à une 5e position au championnat constructeur et seront sûrement en bagarre avec Visa Cash-App, où eux, là aussi, ils ont quand même un duo de pilotes plutôt bon, mais inexpérimenté, donc qui, je pense, aura peut-être plus de mal sur des grands prix, qu'ils auront jamais roulé en F2, ou en tout cas pour Adjar. Ils s'en sortent très bien, mais les Albon et Sainz sont quand même très bons et sauront maximiser tout ça, quoi. Et je pense que effectivement, ça y est, on voit les effets de James Jones ou l'organisation. Je pense que ça se fait pas en un clin d'œil, en claquement de doigts, de changer tout ça et de professionnaliser la production et enfin arriver à une voiture qui est très bonne. Après, on arrive quand même à la fin d'une ère de la Formule 1 et du coup aussi toutes les voitures se ressemblent un peu quand même au niveau de l'aéro, donc je pense que ça permet aussi d'avoir des performances et de se focus sur peut-être des détails. À voir l'année prochaine s'ils ont vraiment trouvé un truc ou pas pour toujours garder cette dynamique. Ok. Suzanne, t'as envie d'ajouter quelque chose sur Williams ou t'as envie de passer directement à peut-être parler des Français de la grille ou même de l'écurie? Je pense que une petite transition, parce que évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par mes collègues. Le point positif, c'est quand même de montrer que le second pilote Albon, le second pilote Red Bull n'est pas forcément un mauvais pilote. Et le cas Albon chez Williams en est aussi la preuve. Ouais. Un très bon pilote a failli disparaître de la grille F1 sans le mériter. Et je pense que vu la consommation de second baquet qui va être réalisée par Red Bull, enfin qui est réalisée et qui risque de continuer à l'être cette année, c'est une leçon intéressante et j'espère vraiment pour Adjar que ils vont pas sortir Tsunoda au cours de la saison et faire monter Adjar parce que je pense que Albon a pu rebondir chez Williams parce qu'il avait il avait de l'expérience avant un peu et puis finalement avoir été pilote de réserve l'a aidé. Là, je sais pas combien de jeunes pilotes ils vont griller, quoique ils sont sans doute concurrencés par Alpine cette année là-dessus. Mais voilà. En tout cas, Adjar, c'était ma transition un peu brutale. Je suis désolée, je suis éclatée de fatigue aujourd'hui. Mais Adjar, encore une fois, a fait une course très solide aujourd'hui. Et enfin, aujourd'hui, c'est dimanche. Tu crois encore dimanche, Suzanne, je sais pas ce qui se passe. Oui. Non, mais Suzanne a raison, hein. Au final, c'est quand même des très bons pilotes. Enfin, de toute façon, Red Bull mettra jamais des pilotes qui performent pas dans leur voiture. Et donc, les pilotes qui sont passés dans le deuxième baquet ont toujours performé, que ce soit chez Alpha Tauri, Toro Rosso ou Perez, même quand il était chez Racing Point. C'est des mecs qui ont toujours performé, c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Après, par contre, c'est le management chez Red Bull qui est quand même assez on va dire, ouais, assez questionnable. Okay. Mais en tout cas, Adjar, il fait quand même un début de saison assez impressionnant. Hein. Il est loin d'avoir la meilleure voiture. Il fait pas de bruit, hormis pour son premier Grand Prix.
Mais l'air de rien, il score quasiment tous les week-ends. Il est là, alors que c'est sa première saison. Il n'a même pas une demi-saison dans les pattes. Donc, pour moi, c'est un peu, avec Antonelli, le meilleur des rookies. Et quand même, Antonelli, c'est quand même un élément de comparaison assez impressionnant lui-même. Donc voilà. Bah oui. Pour moi, c'est quand même le meilleur, hein, parce que je pense que ils ont pas la même voiture. Hein. Ouais, à voiture égale, ça se trouve, il y a peut-être match et je pense que effectivement, t'as raison, c'est sûrement un des meilleurs rookies de l'année. Ok. Et surtout, c'est qu'il s'est bien remis de son de son premier Grand Prix où il se fout au tas tout seul comme un grand autour de formation. Donc, il faut quand même pouvoir rebondir là-dessus et finalement, il fait quand même pas mal. Donc après, c'est vrai que ça score des petits points. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été solide, mais j'étais au final, alors c'est pas déçu de lui, mais au final, une course un peu en retrait. Il n'a pas fait d'étincelle le dimanche, mais il a quand même marqué des points, donc c'était bien là l'essentiel. Puis de toute façon, il accumule de l'expérience aussi, c'est ça qui compte. Mais c'est vrai que cette 9e place, on pouvait presque espérer mieux. Après, avec le jeu des safety cars, je suis pas sûr. Alors, je sais pas analysé trop de mon côté ce qui s'était passé de son côté. Il bat quand même son coéquipier. Hein, Et il bat Tsunoda aussi. Alors Tsunoda elle partait des stands. Donc, mais au final, Isaac, il part P9, il arrive P9. Donc, et devant lui. Finalement, c'est pas les perdreaux de l'année non plus. Donc, on l'a dit, hein, c'est vu les écuries avec en plus Williams qui se bat pour être limite P4 au championnat constructeur. Donc, t'as quand même les Williams, les Mercedes, t'as les Ferrari qui sont revenus de nulle part, t'as les 2 McLaren et t'as une Red Bull. Donc, finalement, avec tout ça, si tout le monde est dans les points, ils sont 9, donc finalement, tu récupères 1 point, et c'est presque, c'est ce qu'on disait sur les années passées. Est-ce que pour toutes les équipes du milieu, voire du fond du championnat, tu te bats pour ces 1 ou 2 points, et pour l'instant, il fait le travail pour sa saison rookie. En tout cas, moi, je suis extrêmement satisfait d'Adjar, et il a un peu comme Piastri, ils sont pas là en victime expiatoire, ils sont pas là pour être des gentleman farmer driver et ni farmer non plus. Mais, même s'il y a certains, leur voiture c'est plus des tracteurs que des Formule 1. Donc non, mais voilà, c'est que tu sens que le mec il est pas là pour se faire des amis, il est là pour faire la course quoi. Ouais, et en tout cas sur la mentalité, moi j'aime bien. Voilà, il donne l'impression il analyse et il apprend de ses erreurs. Après, il a l'air d'avoir quand même, il a plus de second degré ou il a plus de sourire qu'Oscar Piastri quand même. Je trouve. C'est pas très difficile. C'est pas très difficile. Ouais, effectivement, ouais. Alors quand même, on n'a pas parlé, mais Tsunoda, on peut dire, Tsunoda c'est quelqu'un qui reste assez insondable pour moi. Mais après le crash qu'il se prend, il sort de là, il part à la presse en disant oui, bon, tout va bien. Et le lendemain, il est tout sourire dans sa voiture. Soit il est complètement déconnecté, soit il est super résilient. Il faut l'être un peu, je pense. Hein. Mais nous, on remonte pas dans une bagnole, mais déjà dans ta voiture de tous les jours pour repartir de la voiture. du circuit, toi, tu repars pas. Enfin, t'as les mains qui tremblent après s'être pris un tonneau à Je sais pas si vous 200, avez vu des vidéos du crash depuis les tribunes. Des vidéos de fans. C'est encore plus impressionnant, je trouve, parce que l'impact, vraiment, ils ont pris le souffle dans les oreilles, et là, ah oui, d'accord, ok, c'est pas... C'était comme Joe, au bout de la ligne droite, où la voiture a s'encastré dans le grillage. C'est équivalent. Ouais. C'est le même mécanisme qu'à Silverstone, sauf qu'il a rebondi contre le grillage et que du coup, il s'est pas coincé entre la barrière et le grillage. Mais encore une fois, ça y est, on est arrivé au moment où le halo est tellement acquis qu'on prend plus le temps de dire merci le halo.
Donc, mais sans doute, merci le Halo. Je suis pas sûre que ça serait. Bah ouais, parce que même dans les vidéos, tu vois, les gens, il y en a certains qui rigolent, parce qu'en fait, ça te paraît tellement normal que le type, il a rien, il sort de la voiture et machin. Il y a peut-être 20 ans, on aurait peut-être sorti l'hélico et drapeau blanc. Alors, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 30 ans, mais ouais, 30 ans. 31. 18, ouais, 31, c'était effectivement, malheureusement, de ce tonneau-là, ouais, effectivement. Alors, je vois que vous avez pas trop envie d'en parler, mais on va peut-être quand même un peu parler d'Alpine. Un week-end. Qui ça? Ben, Alpine, l'écurie française, je sais pas si on peut dire encore française. En tout cas, il y a eu quand même des événements. On avait déjà abordé la fois précédente le remplacement de Douane par Colapinto. On avait raconté aussi au milieu, je crois que c'était tombé quelques minutes avant l'émission. Il y avait eu le team principal qui s'en va, et là, à l'heure actuelle, on sait qui c'est officieusement, mais officiellement, je sais même pas s'il y a un nom. Bah non, parce qu'il peut pas être nommé Briator. Non, il est toujours conseiller spécial. Ils l'ont dénommé après avoir annoncé qu'il prenait l'écurie, parce qu'il réunit pas, je sais plus quelles conditions. Il est pas salarié. Il est pas salarié. Ah oui, c'est ça, c'est parce qu'il est pas salarié. Il est conseiller. Bon, ils vont trouver un prêtre. Ouais, il faut Lance, mettre un masque. Déjà, Alpine aujourd'hui est quasiment un prête-nom en Formule 1. Ok. En tout cas, ils sont plus à ça près. En tout cas, on avait fait la comparaison la fois précédente sur le management RH Red Bull par rapport au management RH Alpine. Effectivement, ben là, ça n'a pas rencontré le succès escompté sur ce premier Grand Prix pour Colapinto, parce qu'il a craché sa voiture lors des qualifications. C'était déjà un peu ce qu'on redoutait de sa part. Il avait été dit que s'il marque, c'était Briator qui avait dit, s'il marque des points, s'il casse pas la voiture, il fera plus que 5 Grands Prix. Bah, dès la première séance de qualification, ça s'avère très compliqué. Et puis après, voilà, une course, on sait qu'ils sont en retrait cette saison, donc retrait sur le dimanche, mais peut-être eu aussi Gasly qui était pas dans son meilleur jour. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses à ce que je viens d'énoncer sur Alpine? Lens, toi qui es actionnaire, t'as toujours pas vendu? Non, mais le truc, c'est que tu dis le week-end part pas mal parce que Pierrot fait quand même une Q3. Bon, il se place P10, ce qui est, on va dire, largement honnête, mais derrière, je crois que c'est dès le premier tour. Alors, pour moi, certains ont qualifié une faute, donc il se met dans les graviers et vu que les circuits européens, les vrais circuits, pas les torche-balles sur les parkings autour de stades. Ça y va, ça tape fort. Ils ont des bacs à gravier, c'est des vrais circuits. Si dire que tu fais une erreur, tu perds du temps. Hein, tu fais pas juste un petit tour dehors et puis tu reviens sans qu'il y ait eu aucun impact sur ta course. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il se fait mettre un petit peu dehors. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu d'enquête. Enfin, pour moi, c'était quand même pas forcément idéal. Donc, il perd finalement tout cet avantage-là qu'il avait dans la qualif, parce que sur le coup, il doit perdre au moins 4 places. Et derrière, bah, malgré la stratégie, il parviendra jamais à recoller parce que il finit combien notre Pierrot? Voilà, il finit 13e. Donc, okay. Il n'arrivera jamais à repasser même les As, etc. Donc ça reste dommage. J'aurais aimé voir Pierrot sans cette erreur ou forçage d'erreur, on va dire, un peu plus dans la course. Il aurait peut-être essayé d'aller. Peut-être que cette 10e place de Tsunoda, c'est un Pierrot Gasly et t'as pas forcément le même discours sur le week-end. Donc au moins lui, il a fait ce qu'il pouvait. Mais après, bon bah ses collègues, comme tu l'as dit, Colapinto, qui se met au tas. Bon, il avait quand même réussi il avait réussi à rentrer un tour en banque pour être 15e. Mais oui, bah, c'est tous ces dollars qui s'envolent pour réparer les bagnoles, c'est des sous en moins pour essayer de la développer. Ouais. Alors après, est-ce que d'ailleurs cette voiture va continuer à être développée? Comme vous l'avez dit pour toutes les écuries, le juge de paix, ça sera l'Espagne, avec toutes les améliorations que les écuries vont apporter.
et on est quasiment assuré que si ces améliorations ne se traduisent pas en performance à partir de l'Espagne, il y a beaucoup d'écuries qui vont mettre le clignotant, qui vont se ranger sur la boîte droite, le coude sur la portière et road to 2026. D'accord. Ils vont faire une as 2021, 2025, 2024. C'est un peu de tanking, en fait, ça va être du tanking. C'est exactement ça. Oui. Suzanne, toi, est-ce qu'on peut être de temps en temps y croire un petit peu pour Pierrot? Comment t'as vécu alors moi, je partage pas tout à fait le truc avec l'incident avec Leclerc. Pour moi, c'est Gasly qui se trompe un peu dans sa manœuvre, mais après c'est chacun son appréciation. Mais voilà, est-ce qu'on a quelque chose à attendre? Qui effectivement, lui, il a l'air résigné. Toi, qu'en penses-tu? Ouais, lui, il a l'air franchement résigné. Colapinto, enfin, c'est-à-dire que quand même, à un moment donné, le gamin, on lui dit, t'as 5 courses, mais il y a déjà des conditions à la première, avant même la première, dans une pression incroyable. C'est quand même pas le meilleur moyen pour un rookie, même si c'est un demi-rookie par rapport aux autres rookies, mais c'est pas le meilleur moyen de s'installer dans la voiture. En fait, pour moi, tout est de la stratégie à terme immédiat, en fait, ou alors la stratégie à moyen terme, c'est de tout péter. Mais et je vois pas comment ça peut marcher. Et je pense qu'ils vont enchaîner les seconds pilotes si ça continue comme ça. Gasly, il est en train de se dire que il a peut-être fait une grosse connerie en restant là-bas. La voiture, franchement, ils sont censés être arrivés au moment où ils sont en fin de réglementation, ils sont les meilleurs possibles et ils n'ont fait que dégringoler sur toute la réglementation. Donc, je vois pas comment, même à Barcelone, ils vont pouvoir apporter quelque chose. Donc là, oui, c'est 2026, si ce n'est pas l'ère d'après. Hein, parce que je sais pas comment ils vont préparer l'ère 2026, mais j'ai pas confiance. Bah déjà en louant un moteur Mercedes, ce qui est pas fondamentalement con. Hein, bon, après ça te laisse dubitatif sur le fait que ça s'appelle encore Alpine, mais puisque finalement c'est une sorte de coquille vide en n'étant pas forcément motoriste. Okay. Non, ça peut devenir BWT, hein, ça sera bien. Oui, qu'ils enlèvent le bleu, qu'ils la mettent complètement rose, hein, tel Force India de l'époque. Non, mais ce qui est vrai, c'est que comme le dit Suzanne, on se dit qu'il y a une instabilité et que l'impact de cette instabilité, il va se ressentir sur déjà la saison 2026, parce que c'est ce que les écuries sont en train de préparer. Si eux, ça change encore, c'est difficile de se préparer. Et on murmure aussi que si Aston Martin s'est amélioré là, c'est parce qu'on voit les premiers effets de l'arrivée de la nouvelle soufflerie, etc. Donc côté Alpine, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Charles, tu veux ajouter des choses sur Alpine ou Alpine a quand même fait en début de semaine un communiqué pour dire que quand même et même déjà Douane a quand même fait aussi un communiqué pour dire d'arrêter de faire de l'harcèlement sur sa famille, parce que quand même il y a des gens qui font croire que son père se rigole du crash de Colapinto et que du coup c'est la chance c'est pourquoi ils ont fait tout ça, alors qu'en fait ils ont rien, ils ont juste, le père a jamais tweeté ou a jamais mis de story sur Instagram, et lui aussi Douane n'a jamais fait de story sur Instagram. C'est quand même fou de se dire que voilà, il y a des gens, ils sont leur délire, c'est de faire des fakes et juste pour créer de l'animosité et harceler le gars qui a au final rien demandé. Et du coup, c'est quand même fou d'en arriver là pour la Formule 1. Bon. Surtout pour un truc qui était annoncé depuis très longtemps, parce que on était même déjà étonné que Douane commence la saison tout à fait. avec Colapinto tout de suite dans le baquet, et au final, je pense que Douane le savait. Mais bon, est-ce qu'on est encore étonné d'une écurie dirigée par Flavio Briatore, quoi.
du coup, visiblement, là, Colapinto ferait les 5 prochains Grands Prix, donc il a fait Emilia-Romagne, donc il n'y en a plus que 4, Monaco, l'Espagne, le Canada, Monaco, Espagne, Canada et l'Autriche. C'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, Alpine se retrouve sans deuxième pilote. Enfin, qui mettrait ensuite comme... Qu'ils appellent Alain Prost, hein, il sera pas plus mauvais que les autres. Ça ferait plaisir à Suzanne. En tout cas, j'étais surpris d'apprendre que il y avait encore Luca De Meo qui était présent à Imola. Oui. Et moi, j'avais noté, en fait, c'est vraiment un truc qui m'interpelle depuis qu'on a fait semblant de se mettre à croire, ou on a essayé d'y croire, hein, on voulait y croire, de cette implication du patron du groupe, régulièrement, quasi un week-end sur 2, alors que, bon, voilà, avec les responsabilités qu'il a, on se dit que c'est vraiment un passionné. Il y a quand même l'image du groupe qui est liée quand même aux performances de cette écurie, qui sont pas du tout au rendez-vous, donc c'est quand même un peu... Il y a une sorte d'accident industriel dans un groupe industriel. Faut que Gasly il parte de là. Hein. Gasly il part de ce bourbier. Hein. Je sais pas comment ils vont faire, mais enfin, clairement, c'est l'écurie la plus instable du plateau actuellement. Il y a pas un team principal qui tient plus de 10 mois dans cette écurie. Et à chaque fois ils viennent en disant que faut reconstruire. L'année prochaine, peut-être que le moteur Mercedes permettra d'avoir des meilleurs résultats et camouflera une organisation médiocre, mais ça commence à partir en jus de boudin, ces histoires. Ouais. Après, voilà, l'instabilité, c'est quand même des projets industriels, hein, et c'est difficile d'imaginer qu'on arrive à tout faire mieux en quelques semaines par rapport à des années de travail des autres écuries et même en interne. Enfin, c'est assez surprenant. Disons que leur L-plan, on a du mal à le comprendre. Ou à le voir, le visualiser, mais bon. Bah ouais, même par exemple, tu as même Ocon qui est parti, même si les résultats sont quand même pas forcément au rendez-vous cette année avec As, parce que bon, quand on voit les résultats, quand même, c'est pas terrible hein, ce qui est proposé par As. Bon, visiblement, il a l'air d'être un peu mieux quand même, tu le sens, et il a quand même mis un tir à Alpine au micro de je sais plus quelle télé concernant ce changement de pilote. Disney Channel. Non, mais effectivement, ouais, il a dit, bah voilà, ça ruine la carrière d'un pilote. Enfin, il a été assez franc et on va dire, il a pas jeté des lauriers à son ancienne écurie. Quoi. Okay. On savait déjà hein, que c'était le divorce était déjà acté depuis mi-saison dernière, hein, mais mi-saison, de toute façon, je vois pas comment. Enfin, ça reste quand même un groupe automobile derrière très important. C'est une écurie qui a changé de nom, d'identité, qui est raccrochée à une marque de voiture qui marche pas si bien que ça, dans un projet industriel sur l'automobile civile commerciale qui marche pas comme il devrait. Avec du coup un constructeur automobile qui construit pas le moteur. Enfin, effectivement, tant mieux. Luca De Meo, il vient et c'est à se demander s'il vient pour son écurie ou s'il vient juste parce qu'il aime la F1. Mais je pense que c'est la deuxième solution, ou peut-être parce que sa femme le fait chier le week-end. J'en sais rien, mais en tout cas, oui, il vient se ressourcer dans les carrés VIP. Hein. En termes de stratégie d'entreprise, si on se place à l'échelle vraiment du groupe Renault, ça devient presque un boulet. Enfin, j'ai entendu. Où est-ce que j'ai entendu ça? Je pense que c'est peut-être First Team Sport qui en parlait là dans un de leurs trucs YouTube, mais ils l'ont repris de je sais plus quelle presse étrangère qui disait c'est plus Alpine, c'est Alpine. Ouais, c'est Hamza qui les appelle comme ça. Ouais. Oui, du coup, ça reste son truc, mais pour le groupe, ça va devenir une très grosse épine dans le pied. Donc, à terme, je vois pas comment ça peut marcher. Ouais. Bah après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on partage ce. C'est surtout qu'en fait, tu vois, par exemple, le Williams, quand ça allait pas, l'image de Williams est entachée par pour le problème sportif et financier. On savait qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de sous, mais voilà, c'était l'écurie qui avait pas beaucoup de sous.
C'était encore le père Williams et sa fille qui tenaient l'écurie. Bon, voilà, ils faisaient avec les moyens qu'ils avaient. Et ça performait pas parce qu'entre guillemets, il n'y avait pas la structure qu'il y avait derrière. C'est que là, ça performe pas, ça joue un peu les cadors. C'est du moi, nous, on va encore faire mieux, je trouve, hein. Il y a ce côté où il y a l'instabilité, le discours qui va pas avec la performance, la voiture qui est quand même pas très bonne non plus, meilleure que l'année dernière, mais bon, c'était pas compliqué de faire mieux, visiblement. Donc bon, c'est là où l'écurie devient de plus en plus détestable à la limite, quoi. L'humilité, c'est pas la qualité première de chez Alpine, hein. Non. Ah, surtout depuis qu'ils ont ramené le père Briatore. Est-ce que, juste pour être clair par rapport à ça, est-ce que on connaît les véritables raisons du départ d'Oliver Hawks, parce qu'on avait parlé des histoires de malversation. Avec le lendemain matin, on apprend le swap de pilote, et la veille au soir, t'apprends le départ du directeur. Bon, ça paraît très bizarre que ça soit pas corrélé. Oui, c'est un Hotman bis, hein. Il a dû dire non, c'est moi le team principal et je suis pas d'accord pour ça. Briatore a dit c'est moi qui décide, et soit il est parti, soit on l'a fait partir. Mais je pense que, comme Charles, je pense que on peut pas le décorréler. Alors il y a Takuma n'est pas présent, mais je pense qu'il aurait peut-être fait une théorie du complot où en fait on allume un contre-feu en parlant des histoires du frère avec des pseudo-malversations pour essayer de camoufler ça, non? Enfin, au niveau de la communication, c'est les agences de com de Briatore qui ont traité le sujet, quoi. Ils ont même pas essayé de faire ça à l'époque du raté Piastri Alonso. Donc à l'époque, ils ont dit ils ont rien dit d'ailleurs. Et là, d'un seul coup, Briatore est là et on commence à avoir des intox dans toutes les écuries, sur toutes les écuries. Même comme quoi, ils ont appris de leurs erreurs, pour le coup. Là, ça y est, sur ça, au moins, c'est bon. Ils contre-attaquent. Ouais, ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour de ce Grand Prix d'Imola. Alors, c'était peut-être le dernier Imola, puisque visiblement, sauf erreur de ma part, comme on dit aussi, pour l'instant, c'est fini, je crois. Ils ont plus. Après, tu vas peut-être avoir de l'alternance, c'est-à-dire en Europe. Avec peut-être Monaco. Pour pouvoir faire 5 grands prix aux États-Unis sur des parkings, tu vas enlever des grands prix en Europe et tu vas jouer l'alternance. Donc, un coup, ça sera. Ouais. Il y a encore les mini-Romagnes, on s'étonnait qu'ils soient encore maintenus parce que ça faisait quand même 2 grands prix en Italie. Bon, sauf si tu sais que le patron de la Formule 1, il y a sa maison qui est pas loin, donc. Il leur faisait une petite fleur jusqu'à ce moment-là. Et c'est vrai que pour le coup, avec ces Formule 1 qui sont surdimensionnés, c'est un Grand Prix où normalement tu dépasses pas. C'est quasiment un Monaco bis. Et là, c'est vrai que cette saison, pour le coup, cette année, on a quand même vu un beau Grand Prix avec des dépassements qui n'étaient quand même pas gagnés. Ça, c'est clair. Tout à fait. C'est vrai que c'est l'enchaînement, effectivement. Imola, Monaco, 2 Grands Prix qui sont sur la sellette, comme on dit. T'as annoncé, Lens, qu'il y avait un changement de règlement, puisque maintenant il y a 2 arrêts obligatoires à Monaco, donc c'est un peu pour créer des rebondissements, que la course soit pas un long tunnel. En tout cas, on va faire les pronostics. On va peut-être rappeler quand même les pronostics de chacun pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne au passage. Hein. Mais qu'attendre de ce Grand Prix de Monaco en dehors du strass, des paillettes, du Festival de Cannes de la Formule 1 L'année dernière, Monaco, c'était une victoire de Charles Leclerc, on s'en rappelle, notamment le plongeon. Et puis derrière lui, c'était Piastri et Sainz. C'était un bon week-end pour Ferrari. Difficile d'imaginer qu'il soit similaire, mais qu'en attendre on va commencer avec Lens. Lens qui avait annoncé une victoire de Piastri, un doublé McLaren sur Imola. Piastri, Norris, et puis c'était Verstappen. C'était pas si mal, mais c'était dans le désordre. Qu'est-ce que tu penses de Monaco ? On avait annoncé que c'était limite un tapine, là, quand même. Hein. Tu mets ces 3 là, bon, après tu joues au bonneto pour avoir l'ordre, mais franchement, j'en sais fichtre rien. J'aurais envie de te faire le même tapine, mais j'avoue que les Red Bull m'ont quand même impressionné. Et je pense que Max nous fait un 2 à la suite. Big up à Julien Lepers. J'espère pour lui ça sera 4. Mais
Mais Ouais, je il a 10, donc il est pas loin. Exactement. D'ailleurs, c'était dommage pour Piastri qu'il n'ait pas gagné un 4e à la suite parce que dans la série des stats à la noix, je crois qu'il y a que 3 pilotes qui l'ont réussi. On l'avait pas comme annoncé ça. déjà? On l'avait pas annoncé là? C'est indice chez vous? Indice chez vous? Mais en tout cas, c'est pas des mauvais. Je crois que c'était Schumacher, Prost, Senna. Donc c'est vrai que ça aurait été un bel indicateur sur sa future carrière. En tout cas, ouais, je mettrais quand même Verstappen 1, Piastri et Russell, parce que il va se passer des ânneries, il va y avoir des arrêts, et George il sera là pour récupérer, comme d'habitude. Georges, c'est Monsieur P3 en fait. Bon, pas Imola, mais je pense que il sera là en P3. Ouais. Pour toute la saison. Écoute, je vais te laisser continuer. Suzanne, toi, t'avais annoncé pareil, victoire de Piastri, suivi de Norris, et puis par contre une 3e position pour Lewis Hamilton. Qu'est-ce qui... c'est pas loin non plus. Hein. J'étais pas si loin. C'est pas mal. Là, je pense que je vais encore jouer la carte de la sécurité. Piastri, parce que je pense qu'il va prendre ses erreurs, donc il va pas rater ses qualifs et il ratera plus son départ. Verstappen en 2. En plus, il rentre un peu à la maison. Il va retrouver sa femme, son bébé, sa victoire. Il va être chaud bouillant. Et une P3 de Russell. Ah. Ok. Et Norris P4. D'ailleurs, la petite de Verstappen, elle va avoir du caractère, hein, parce que si elle récupère le caractère du grand-père Nelson et même celui du père, d'ailleurs, je pense que la fille de Nelson Piquet, ça doit avoir un sacré caractère. Pour se fader Max au quotidien, je pense qu'il faut avoir une bonne constitution. Mais est-ce que Briatore va être son parrain, hein le Piquet Gate, Briatore Gate. Est-ce que ça serait pas Docteur Helmut Marko? Pourquoi pas? Ça c'était. On avait dit qu'il y aurait une petite rubrique cancan, mais on a un petit peu oublié encore. Et toi, Charles, qu'est-ce qu'on peut... Toi, t'avais annoncé... Alors, j'avais quand même prédit la victoire de Verstappen. Avec la 2e place de Piastri, 3e place de George. Franchement, quand j'ai vu le départ, avant le premier virage, je me suis dit, oh bah là, on est parti pour une sieste. Et l'autre, il nous fait un truc, je dis, ah bah alors peut-être. Mais effectivement, je pense sur victoire de Piastri, sur l'exercice de la pole, il a été très bon. Verstappen en 2. Et je pense Esteban Ocon en 3. le tout. Mais podium d'Ocon. C'est première victoire de Yuki Tsunoda. Météo. Monaco. Ils annoncent plutôt bon. Entre 15% de pluie annoncée. Enfin, il va peut-être pleuvoir dans l'après-midi, mais c'est pas grand-chose. Donc, par contre, samedi, ils annoncent de la flotte dans l'après-midi. Ouais. Et la flotte là-bas, en plus à Monaco, c'est couvert par le montagel, donc c'est difficile à prévoir. Et il pleut pas de gouttes, il pleut fort, donc comme on voit tous les ans, mais. Et du coup, en 3e, franchement, j'aurais mis Norris. Hein. Alors là, c'est la cote 1-0. Mais... Ok. Très bien. Alors moi j'avais annoncé une victoire de Piastri. J'avais fait aussi le bon pronostic. J'avais fait Piastri, Norris, Verstappen pour Imola. Là je vais dire Verstappen, Piastri et puis faudrait être un peu. Allez, je vais dire Charles Leclerc parce que j'ai envie que ça rigole un petit peu. C'est un peu gentil. Hein. C'est le petit prince. Le petit prince chez lui aussi. Il a gagné l'année dernière donc. Après, c'est bon, il a brisé sa malédiction, donc maintenant il n'y a plus cette ferveur. C'est ça.
Il n'y a plus de revanche à prendre, il a gagné. Mais bon, Ferrari arrive avec quand même une combi et des casquettes bleues, enfin blanches et bleues. Et on l'a vu un peu. Donc peut-être une nouvelle livrée, ça va peut-être leur donner un petit truc, quoi. Là, j'ai vu ça encore, effectivement, je suis un peu... moi, je suis en mode vieux con là-dessus. Donc, Non, mais ça se trouve, voilà, ça va être. I prefer not to speak because if I speak. Mais quand on voit quand même la livrée, big troubles. Mais non, mais moi je trouve que c'est ce qui moi effectivement ça me rend triste aussi comme Lens. C'est vraiment le truc, c'est au final là on peut tout acheter quoi. Alors, évidemment, on le sait qu'on peut tout acheter, mais quand même. Il te hype à mort avec une combi full bleu comme à Miami. Et quand tu vois la livrée derrière, oh là 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 là, c'est immonde. Des fois, je comprends pas. Non, mais pour moi, c'est même pas ça la question de la beauté de la chose ou pas. C'est le fait que t'as des symboles Ferrari, c'est rouge, à la limite jaune. C'est l'image, c'est iconique. Oui. C'est iconique. Mais c'est surtout que là, c'est déjà, on n'est même pas à la moitié de la saison. Ils ont fait. Voilà, c'est ça. C'est deux livrées différentes. Les casques, bon allez, ça si tu veux. En soi, tant que la voiture, tu la reconnais. C'est l'écume des choses, mais bon. C'est vrai que c'est le fond qui remonte à la surface. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou sur ce week-end à venir de Formule 1 ou d'autres sujets? Comme je l'ai dit, c'est l'occasion aussi de parler de choses qui peuvent vous intéresser, de podcasts que vous écoutez. Moi, j'ai fait ma recommandation. Écoutez Barbecue Sport Club, c'est génial. Et pas que la F1, le foot et le vélo. Le rugby, c'est un peu en pause, mais ça va revenir. Il y a le basket. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on finisse cette émission? Ouais, on devrait faire basket jeudi soir, je pense, pour débriefer les demi-finales de conférence et faire une preview sur les finales de conférence qui auront déjà commencé. Donc, si vous aviez toujours parié avec modération et préféré inviter Madame au restaurant que de lâcher de l'argent sur les paris sportifs. Comme on dit si bien avec Carlos Misère. Mais la finale de conférence à l'Est, New York contre Indiana, on l'avait pas vu venir. D'ailleurs, une petite aussi mention à Takuma, mais si c'est cette fois-ci le vrai, Sato, qui s'est qualifié dans les 6 pour les qualifications d'Indianapolis, les 500 miles, qui étaient dimanche soir. Donc voilà. C'est là où tu arrives en fin de saison où il n'y a plus grand chose à regarder, tu te mets à regarder les qualifications des 500 miles d'Indianapolis, c'est qu'il y a des choses qui vont pas très bien dans ta vie. À un moment, faut être lucide avec soi-même. Ouais. Là, il faut sortir, prendre un grand bol d'air, faire peut-être des vrais barbecues. C'était dimanche à 22h, donc tu sors plus forcément. Ok, très bien. Et Suzanne, est-ce que Suzanne ou Charles, vous avez des trucs à conseiller à nos nombreux auditeurs? J'ai pas de reco de tête comme ça. Faudrait que j'y pense pour la prochaine fois. Une activité pour le week-end qui arrive, un vide-grenier? Moi, je crois que je suis en train de perdre. J'ai rien à ajouter. Attends, ça a coupé, Suzanne. Je crois qu'il y a eu un. Ouais. Alors, est-ce que tu voulais nous annoncer quelque chose? Non, je disais que je vous entendais plus, donc okay. C'est sans doute l'heure que j'aille me coucher. Ok, bon c'était encore un grand plaisir de faire cette belle émission. Et puis on va se retrouver assez vite, puisque donc Grand Prix de nouveau ce week-end. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler de Monaco et puis aussi de ce Grand Prix d'Espagne qu'on attend aussi avec les nombreuses évolutions que les écuries vont amener. Donc ça peut s'annoncer assez trépidant. Mais en tout cas, merci à tous. Puis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Salut.